Oui. Donc, nous en venons à la présentation de l'enquête nationale conduite par la GCCPF depuis 2020. Et donc, j'invite à nous rejoindre Catherine Cuenca, la présidente de la GCCPF, Christophe Vital, son trésorier, Rachel Suto, qui est vice-présidente de mémoire, Blandine Chavannes aussi, si elle veut bien nous rejoindre. Et j'espère n'oublier personne. Donc je me permets un petit point rétrospectif. En fait, il y a de cela maintenant quelques années, la GCCPF avait donc fait connaître son livre blanc des musées, qui dressait un constat en demi-teinte de l'état de la profession et plus globalement du réseau des musées de France. La question est la suivante, qu'en est-il en 2022 ? Alors, j'ai compris que les enquêtes avaient été menées dans des circonstances un petit peu compliquées. Et je propose à Catherine Cuenca de nous livrer d'emblée l'introduction à ce travail d'enquête qui a mobilisé précisément un certain nombre de bénévoles pour qu'elle puisse se réaliser. Alors, bénévoles professionnels quand même. Aussi. Voilà. Donc effectivement, d'abord, je remercie tout le monde pour ceux qui ont eu le courage de rester pour nous écouter maintenant, parce que ça se passe un petit peu et c'est des longues journées, mais on est ravis que vous soyez là pour écouter ce dont on vous a plus ou moins parlé déjà en pointillé pendant ces 3 journées. Effectivement, comme le disait Estelle il y a quelques minutes, on a décidé il y a 2 ans, alors quand je dis on, c'est d'une part les membres du conseil d'administration, d'autre part on a présenté cette idée en AG bien entendu, et ensuite on a eu la chance de pouvoir monter un petit comité scientifique non très important à travers donc les personnes qui sont sur cette estrade et Dominique Poulot qui a participé tout autant et Christophe Vital qui est là. Christophe, voilà. Et on a donc décidé, on a travaillé sur la méthodologie, on a passé un petit peu de temps à discuter là-dessus, on n'était pas tout à fait au départ dans la même dynamique et puis petit à petit en travaillant avec particulièrement Catherine, réfléchi aux méthodologies et on a décidé de faire finalement des points d'étape, pour rester un peu modeste sur cette enquête nationale, de faire des points d'étape à des moments précis en divisant les parties en 6 axes. Cette méthode a fait appel soit à la bibliographie, bien sûr, c'est-à-dire qu'il fallait bien faire un point, mais ça, on vous le décrira dans quelques minutes, sur l'existant, mais également à travers des enquêtes auprès de professionnels des musées qui pouvaient répondre aux questionnements de ces 5 axes. Donc, juste globalement, c'est toi qui cites les 5 axes ou je donne les grandes lignes ? Je t'en prie, Catherine. D'accord. Donc, globalement, les 5 axes qui portent peut-être pas les bons titres dans ce que je veux dire, mais qu'on rectifiera au fur et à mesure que les responsables des axes prendront la parole. L'axe 1 qui était un bilan du système muséal français à travers une collecte de données et puis l'idée d'établir un peu une comparaison quand même avec le travail qui avait été fait dans le cadre du livre blanc et la suite. Et puis aussi l'idée de suivre surtout l'évolution du monde muséal dans ses grandes lignes pendant les 10 ans qui s'étaient écoulés entre le moment du livre blanc jusqu'à, je dirais, aujourd'hui. Et donc c'était l'axe 1 dont vous parlera tout à l'heure Catherine Ballet, qui a travaillé avec Dominique Poulot et Suzanne Poulot. L'axe 2, c'est donc Rachel, qui est à ma droite, qui a travaillé avec d'autres collègues et Catherine Ballet. Voilà, alors excusez-moi, ce ne sera peut-être pas le bon titre, je crois que vous avez appelé le numéro de la revue Musée et profession muséale aujourd'hui, mais à l'origine on avait appelé ça le musée un écosystème professionnel. Donc l'idée vous sera décrite dans quelques minutes. Dans l'axe 3, l'idée était de travailler sur musée et territoire, et c'est Françoise Réginster qui peut malheureusement pas être parmi nous, mais qui a publié un article que vous verrez bientôt dans le numéro de la revue, probablement l'année prochaine.
Et dans cet axe 3, elle a voulu parler de points particuliers, mais notamment de la façon dont sont structurés les musées sur le territoire aujourd'hui, vu de son point de vue, et aussi après une enquête auprès de collègues. Alors évidemment, les enquêtes, à chaque fois, ne questionnent pas les mêmes collègues, même si parfois ça peut arriver, mais on a fait en sorte d'avoir des échantillons différents. Et enfin, le 4e axe, donc c'est Christophe Vital qui vous le décrira tout à l'heure, qui était l'idée de travailler sur les politiques des musées et des publics, à travers deux parties. D'une part, le service des publics notamment, et les expositions, mais il vous décrira ça en détail tout à l'heure, donc également en s'appuyant sur des enquêtes et des discussions avec des collègues qui ont travaillé avec lui. Moi-même, j'ai animé avec Florent Laroche, Valérie Joyot, qui sont encore là, et d'autres collègues, Anne-Catherine Augusten et Philippe Guillet, Laurent Manœuvre. On a travaillé sur, j'espère que je n'en ai pas oublié, sur les réseaux et numériques. Alors, sur les réseaux et numériques, je vous le décrirai tout à l'heure, ce qu'on a entendu par réseau et ce qu'on a entendu par numérique, et surtout comment on a abordé cet énorme morceau. Et enfin, sur l'axe 6, Blandine Chavannes vous en parlera tout à l'heure, c'était appuyé sur ce colloque et sur un numéro de la revue dont elle vous a déjà un peu parlé, mais elle vous décrira tout à l'heure ce que l'on voulait dire par là. Donc voilà les 6 morceaux qui ont été, les 6 axes qui ont été choisis et que chaque collègue pourra vous décrire. Voilà. Merci Catherine pour cette présentation du pourquoi et des sujets de l'enquête nationale. Donc je donne d'emblée la parole à Catherine Ballet pour nous parler donc de ce bilan sur le système muséal français, quelle collecte de données, de quoi disposons-nous finalement pour avoir une photographie aussi fine que possible. Merci beaucoup. En fait, les choses ont évolué de 2 manières. La première, c'est le travail sur la documentation a été fait d'une manière tout à fait remarquable par Suzanne Poulot, et vous en avez, je pense d'une manière très utile, vous l'avez publié dans le numéro 272, c'est ça ? Le 291. Oui, ne me faites pas confiance avec des chiffres. Donc 291. Et en ce qui me concerne, il y a eu un dérapage qui se traduit par le début d'une réflexion sur les études, justement, sur les musées. Et je me suis rendu compte que, malgré le nombre absolument incroyable d'études, de travaux, de chiffres, de tout, il n'y avait pas finalement il était difficile d'avoir une représentation globale du système muséal français. Donc, je suis sorti de l'axe 1 pour aller vers l'axe 2, et vous trouverez donc le résultat de ces réflexions dans le numéro... Donc 294. Ah pardon, non, la suite, d'accord. Voilà, pour le rebond. Et c'est Rachel qui va vous en parler. De suite ? Oui, de suite. Vous avez peut-être pu observer un changement d'intitulé sur l'axe 2 que Catherine a évoqué. C'est parce que cet axe 2, autour des professionnels, des métiers, des organisations professionnelles, de ce qui s'appelle ou qu'on a souhaité appeler aussi un écosystème professionnel, par effectivement des réflexions et débats qui avaient été engagés en décembre 2017 grâce au pilotage par le service des musées de France, et dans la lignée des réflexions sur les musées du XXIe siècle, avec une journée complète autour justement de la situation des professionnels dans les musées. Donc avec une première enquête un peu crash test que j'avais pu mettre en place vraiment donc de façon toute bénévole et en abusant du bénévolat de collègues alors en formation à l'INP qui étaient en scred dans les établissements en stage et qui pouvaient récolter des informations sur la situation des professionnels, mais très classiques, les organigrammes, les positions statutaires, les âges et
principalement les fonctions métiers qui étaient assumées au sein des établissements scolaires. Ce qui avait, excusez-moi. Au sein des établissements muséaux. Et il en ressortait des choses que tout le monde sait, mais qui permettaient d'être mesurées, c'est-à-dire à la fois une extrême polyvalence de certaines fonctions, qui faisait que ça n'était pas un métier qui apparaissait à travers un statut, mais plein de métiers, plus ou moins bien assumés, et une évaluation de ce niveau de polyvalence très variable selon que l'on était petit ou grand musée. Et donc, voilà. Et en fait, on est assez binaire quand on récolte des données, c'est le principe de la donnée. Des fois, on était sur des établissements allant de 4 personnes à plus de 80 personnes. Donc, je voulais juste rappeler que cette notion d'écosystème professionnel, elle part de là, de la réflexion sur les musées du XXIe siècle et de cette enquête exploratoire qui a continué à nourrir un certain nombre de réflexions. Et là, dans le cadre de l'Axe 2, vous avez tous bien noté que 2 ans d'enquête, ces 2 ans d'enquête et de discussion entre nous se sont déroulés à une période à laquelle nous avons tous tenté de survivre, qui sont les 2 années de Covid, et qui a fait que forcément il y a eu des ajustements par rapport au prévisionnel et par rapport à ce que l'on avait envisagé. Elle a abouti à plusieurs choses. Elle a abouti à des entretiens qualitatifs qui ont été menés par Suzanne Poulot et Catherine Ballet, dont vous retrouverez une retranscription dans ce fameux numéro 294 qui vient de sortir. Elle a abouti également à un autre numéro spécial autour des portraits de professionnels qui a été coordonné par Françoise Réginster. Et elle a abouti à ce dernier numéro qui apparaît comme un dialogue entre une chercheuse sociologue et une professionnelle que je suis, un peu dans le jus au quotidien, justement des organisations professionnelles dans lesquelles on travaille, pour mener plus une réflexion et ouvrir à un souhait que nous formulons. J'ai envie de poursuivre les intentions que Laurent Védrine a exprimées ce matin sur une piste de réflexion autour de qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui faire du développement dans nos musées avec les enjeux de société qui sont les nôtres. Il y a une autre réflexion pour moi qui nous permettrait d'avancer énormément. Ce serait déjà de bien mieux nous connaître, et pour paraphraser Gauguin en pensant aux collègues de Pont-Aven et d'ailleurs, voilà, d'où venons-nous, qui sommes-nous et où allons-nous en tant que professionnels des musées. Donc c'est une invitation à travailler sur une observation beaucoup plus fine et beaucoup plus respectueuse de la diversité des métiers qui se jouent aujourd'hui au sein des établissements non pas scolaires mais muséaux, que cet axe 2 invite. Voilà, merci. Et vous en trouverez donc tous les éléments dans ce fameux numéro 294. Merci Rachel, et aussi pour ce clin d'œil à Pont-Aven et Gauguin, puisque j'ai eu le plaisir de diriger le musée jusqu'en 2020, c'était il n'y a pas si longtemps. Je propose peut-être de passer un peu vite sur l'axe 3, puisque malheureusement notre collègue Françoise Réginster ne peut pas être à nos côtés, si ce n'est peut-être pour attirer l'attention sur le fait que la thématique soulignée tout à l'heure par Catherine Cuenca, donc musée et territoire, c'est vraiment un sujet que la GCCPF a eu à cœur d'approfondir, puisqu'il y a eu aussi ces journées nationales d'études en Auvergne-Rhône-Alpes l'année dernière. Et à l'occasion de 3 jours sur le terrain, on a pu interroger cette problématique. Donc nous allons attendre le numéro de la revue pour trouver les conclusions. Et je passe la parole à Christophe Vital, qui va donc évoquer l'axe 4 de cette enquête nationale, qui s'est à la fois concentré sur le sujet des services des publics, un des piliers de la loi musée du 4 janvier 2002, et qui va aussi, c'est tout à fait connexe, nous parler des travaux de recherche sur les expositions temporaires. Oui, alors ce sont 2 sujets qu'on a souhaité aborder, tout d'abord avec un groupe de travail, comme un peu tout le monde. Sur les publics, moi je souhaitais avoir un groupe de travail très diversifié,
Donc on a eu des conservateurs, Sylvain Amic par exemple, et puis vraiment des gens qui sont aux manettes, des médiateurs, médiatrices, en contact direct avec le public. Je voudrais rajouter aussi que ce travail il a été fait dans le cadre de stages de master, ce qui a permis aussi d'avoir une relation intéressante avec des étudiants. Et la méthode a toujours été la même, c'était de réaliser, de partir d'enquêtes faites sur Google Forms, mais aussi des enquêtes avec des panels. C'est-à-dire qu'en fait, ce que je souhaitais, c'était d'essayer d'avoir, c'est difficile, mais d'avoir quelque chose d'assez représentatif dans le monde des musées de France, tant ce monde est très divers, donc à la fois à travers la taille des musées, les tutelles des musées, les thématiques, enfin les disciplines des musées, leur localisation sur le territoire. Alors bon, c'est pas parfait, mais on est arrivé sur la première étude à une centaine de musées, ce qui représente quand même un pourcentage finalement environ de 10%. Et puis la deuxième enquête, c'est un panel un petit peu inférieur, de 90 je crois. Donc on a essayé de réfléchir donc, sur les services des publics. Je ne vais pas m'attarder parce que du coup, ça a fait l'objet à la fois de journées d'études, d'une journée, enfin d'un webinaire où il y avait énormément de participants, je pense que c'était 240 je crois. Donc c'était un peu un non-sens parce que d'un côté on parlait de public et puis donc le service public c'était en contact et puis comme il y avait le Covid on était en webinaire. Bon. Mais du coup on a eu quand même énormément de participants et ça a donné lieu à la publication d'une revue. Vous avez toutes sauf celle-là, c'est pas grave, vous avez peut-être par là. Donc sur le sujet. Ce qui a été très intéressant, parce que tout à l'heure Rachel a parlé de polyvalence, eh bien cette enquête, elle démontre quoi? Elle démontre justement bien clairement le fait que les musées de France sont très divers, donc, et puis en termes ne serait-ce que d'effectifs et de moyens, les choses sont évidemment très différentes entre de grands établissements publics et puis des musées. Alors des petits musées, moi j'assume totalement le fait de parler de petits musées, parce que je me souviens qu'au moment où l'un de nos premiers ministres avait décidé, avait pensé qu'on pouvait peut-être continuer à ouvrir les petits musées dans la période de Covid, ma foi, c'est sûr que quand vous avez des petits musées qui reçoivent 30 ou 40 personnes par jour, voire moins, mon Dieu, les problèmes de contagion et de cluster étaient quand même assez minimes. Et puis, j'ai découvert que le fait de parler de petits musées était presque un gros mot. Et je pense que quand on parle de patrimoine, on parle facilement de petit patrimoine. Oui, il y a des petits musées, ce n'est pas péjoratif du tout, bien au contraire. Et ce qu'on a pu voir en tous les cas, c'est que malgré justement la petitesse de certains musées, il y a des actions d'une richesse absolument considérable. Et que la question de la loi, finalement, qui impose, le Code du patrimoine aujourd'hui, la présence de services publics, il y a beaucoup de musées qui n'en ont pas, parce qu'ils n'ont pas les moyens d'avoir un service des publics. Mais par contre, ils ont du personnel et des agents qui font tous un travail en direction des publics dans cette polyvalence qui est quand même quelque chose d'extrêmement significatif et important dans un nombre très très important de musées de France. Voilà ce que je veux dire. Alors, il y avait beaucoup de choses. On a évidemment essayé d'explorer aussi l'un des éléments qui paraissaient dans la loi, c'est la mutualisation. Alors, on voit bien qu'il existe, il y a des essais de mutualisation qui existent, par exemple, au sein d'une ville, avec plusieurs de ces musées. Par contre, la mutualisation qui consisterait à créer un service des publics entre plusieurs collectivités, ça c'est très, très compliqué, à moins d'être dans une communauté, dans l'intercommunalité, bien évidemment. Et donc, voilà, en gros, ce qu'on a pu voir aussi, parce que c'est quelque chose dont on a parlé déjà lors de ce colloque, c'est l'extrême précarité des personnels travaillant donc, dans ces services. Ça, c'est quelque chose d'important, avec des gens aussi qui ont des niveaux de rémunération très, très bas.
avec des bagages, quelquefois, de bac, plus 5, plus 6, enfin, un petit peu comme notre agent d'accueil que nous avons écouté hier, je crois, je ne sais plus, parce que du coup, les jours passent maintenant, c'est un peu fatigant. Donc, il y a quelques temps, il y avait un agent d'accueil. Voilà, donc, pour cette question sur les services des publics, il faudra très certainement y revenir. Et pour conclure au moins sur les services des publics, on a aussi considéré, et ça c'est un message important pour nous, ça fait écho aussi à des choses qui ont été dites, c'est qu'il est très important de faire passer le message que le service des publics avec la loi LCAP aujourd'hui est une obligation, et il faut donc que les collectivités en tiennent compte et du coup dégagent les moyens nécessaires pour que ces services puissent fonctionner. Le deuxième sujet, lui c'est un sujet qui n'est pas encore terminé, et c'est un travail en cours. On a essayé, et c'est un peu le Covid qui nous a amenés à faire ce sujet-là, ça peut paraître un peu bizarre, mais on a voulu se pencher sur le phénomène des expositions. Mais au fond, c'est logique, parce que les expositions, elles sont destinées à qui ? À nos publics, bien évidemment. Et quand on voit qu'en grosso modo, chaque année, il n'y a pas loin de 1 millier d'expositions qui sont organisées dans les musées de France, c'est considérable. Et au fond, c'est vrai que on a eu, je pense que le Covid a apporté beaucoup de ça, les réflexions en se disant, mais finalement, est-ce qu'on n'en fait pas trop ? Est-ce que sur les réflexions qu'on a aujourd'hui dans le domaine du développement durable, etc., est-ce que c'est pas beaucoup ? Et donc, voilà, on a essayé de comprendre pourquoi il y avait ces expositions temporaires. Alors, je veux dire que je vais vous donner juste quelques éléments, parce que sinon, vous ne viendrez pas à la journée d'études qu'on va organiser sur le sujet. Ce sera au musée du Mans, donc en Pays de la Loire, c'est pas loin de Paris. Donc dans quelques temps, je pense que ce sera à la fin, peut-être dans un an, en 2023. Et donc ça donnera aussi, parce que c'est une habitude chez nous, donc l'occasion de faire paraître un numéro de la revue, et Estelle viendra brandir le numéro la prochaine fois. Donc, qu'est-ce qu'on a pu voir ? On a pu voir en tous les cas que dans notre panel, tout le monde, tous les musées, les expositions temporaires, sauf un. Bon, je ne vous dis pas lequel, mais bon, voilà, pour des raisons. Et que la question de la fréquence des expositions était un sujet qui nous paraissait intéressant. Et on a pu constater que presque 3/4 des musées organisent plus de 2 fois par an des expositions, et certains vont même jusqu'à 5 voire 6 expositions dans l'année. Il y en a peu, mais ça existe. On a voulu aussi regarder, je jette très court, sur les questions du temps consacré aux expositions temporaires. Parce que, en fait, ça, c'est un élément extrêmement important. Et on a vu voir que les 3/4 des musées consacrent plus de 50% de leur temps à l'organisation d'expositions temporaires. Et les retours que nous avons sur cette question, c'est de dire que oui, c'est un peu chronophage, que les expositions occupent énormément les équipes et pour le coup, ont tendance à freiner le travail sur les collections, etc. Ce qui peut être une réponse, d'ailleurs, notre collègue conseillère musée, quand elle s'étonne quelquefois que certains n'ont pas encore fait leur PSC. Je ferme la parenthèse, mais c'est aussi vrai. Et alors, les raisons des expositions temporaires, on a posé la question, il est évident que c'est pour les musées interrogés, l'exposition est un moteur. Et c'est aussi évidemment la question de l'attractivité des publics et de leur fidélisation qui revient évidemment sur ces éléments-là. Après, je passe beaucoup sur d'autres sujets, il y en a beaucoup. Mais voilà, donc c'est une étude en tous les cas qui est intéressante. Je pense qu'on organisera donc des journées avec un certain nombre de thématiques qui seront organisées. Et puis, ça nous a amené quand même à dévier un peu. Parce qu'on s'est dit, oui, mais il y a les expositions, mais il y a le reste. On parle aujourd'hui de tiers-lieux, etc. On en a parlé encore aujourd'hui. Il y a maintenant, il fait des concerts, il y a des animations, il y a plein de choses. Et là aussi, donc, on a expertisé un petit peu ça. Et on s'est rendu compte aussi que du coup, cet événementiel prenait aussi beaucoup de temps sur les équipes. Alors avec un partage qui n'est pas inintéressant, on voit bien quand même que le monde des expositions est encore celui des conservateurs et des gens des collections,
Et évidemment, la partie plus événementielle est plutôt du ressort des équipes de médiation, des services des publics, etc. Voilà, juste en quelques mots, parce que je ne veux pas en dire plus, mais c'est une enquête, je crois, qui est très intéressante. On essaiera de continuer un peu et de parfaire le travail. Et c'est vrai qu'à l'occasion des journées d'études, du coup, comme on a un panel intéressant, on a su déjà aussi pointer les différents musées que l'on sollicitera pour qu'ils puissent intervenir sur les 6 thématiques que nous avons dégagées dans le cadre de notre travail. Merci Christophe. Je pense que tu as bien réussi l'envie de nous donner envie d'aller en Pays de Loire l'année prochaine. Donc pour l'axe 5, Catherine Cuenca sur les réseaux et le numérique. Donc tu me disais, Catherine, quand tu me résumais ce travail qui est en cours, que tu prends le terme réseau dans un sens assez polysémique et je vais te laisser développer cette notion auprès de notre auditoire. Alors, merci Estelle. Donc d'abord, je parle sous le contrôle de Florent Laroche et de Valérie Joyot qui ont travaillé dans ce groupe de travail de l'axe 5, les autres étant pas là aujourd'hui. Ensuite, alors oui, c'est encore un axe qui est loin de pouvoir être édité tel qu'il est aujourd'hui. Parce que d'abord, il est très large, hein, comme vous pouvez vous en douter. Réseau et numérique, c'est quand même des éléments de langage qui englobent énormément de choses. Donc évidemment, on a réduit, on a restreint ce que l'on voulait dire derrière ces 2 termes. Alors, sur les réseaux professionnels, avec ce que vient de faire Catherine Ballet maintenant, je vais juste parler de choses très pratico-pratiques, parce qu'en fait, quand on a travaillé sur cette idée de réseau professionnel, on ne pensait pas au réseau numérique, là, hein, on en parlera après. On pensait vraiment tout simplement à une liste, un tableau des réseaux professionnels, au moins déjà en France, et éventuellement en Europe et à l'international, et qui a fait le tour du groupe de travail et qui a été commenté par chacun et alimenté. Donc cette partie-là est loin d'être aussi exhaustive que ce que Catherine a présenté tout à l'heure, qui est un travail qui avait été fait il y a 2 ans sur les réseaux, à peu près 1 an et demi. Et donc, ça sera peut-être intéressant de compléter les 2 choses. Donc, il est loin pour moi d'être fini, mais ça donne quand même un panorama beaucoup plus restreint des principales associations que l'on connaît probablement tous, mais qui montrent cette diversité et surtout l'éclatement des différents réseaux professionnels des musées en France. Par contre, on l'a étayé avec des entretiens, ce qui correspond à la méthode dont je vous parlais tout à l'heure. Donc, je ne peux pas vous livrer, évidemment, beaucoup d'éléments de ça pour l'instant, parce que, comme je vous le disais, c'est encore en train d'être défriché. Et il y a notre collègue Florent Laroche, qui aime bien les cartographies, et qui nous a proposé, d'ailleurs, d'alimenter, de développer cette partie-là sous forme de cartographie. Alors, je ne sais pas si c'est toujours dans l'air du temps, parce que, comme je vous le disais, on travaille encore dessus, de ces différents réseaux avec Valérie, pour essayer d'en sortir la substance moelle et voir comment on peut valoriser cet aspect-là. Alors, il y a un point qui a été évoqué, mais je ne sais pas si on le poussera très loin. C'est une demande d'un des membres du groupe de travail, c'est de travailler sur le rôle social et économique du musée. Mais comme c'est Catherine Augustin, c'était particulièrement autour de la directive de l'ICOM en 2015 qui mettait l'accent sur le rôle social et économique des musées et qui, pour elle, permettrait de défendre les budgets et les collections face aux pressions politiques. C'était sa phrase, hein, je transmets directement. Donc je ne sais pas si ce point-là, on le poussera au-delà, mais en tout cas, c'était un point qui nous avait paru intéressant en parlant de réseau et de rôle social des musées. Alors, pour en venir à la partie, donc on va voir comment on lira les 2 choses. Ce qui peut lier réseau et numérique, on a donc étudié de façon bien distanciée, serait de parler évidemment des réseaux numériques. Mais voilà, on est en train d'étayer cette partie-là. Pour la partie numérique, on s'est dit que ce serait intéressant de partir de l'usage du numérique, même dans un musée, par exemple, de la billetterie, jusqu'à la valorisation dans les expositions, mais en n'oubliant pas de parler des bases de données. Et pour cela, on a fait une enquête, une interview. Alors, je dis on, c'est pas moi, c'est comme l'a rappelé Christophe et il a eu raison. Ce sont deux jeunes femmes en Master 2 qui ont travaillé en faisant des enquêtes et des interviews qu'on a synthétisées ensuite sur ces aspects-là, et notamment une interview de d'Albera, ce qui nous paraissait quand même, Jean-Pierre d'Albera, qui nous paraissait essentiel pour la partie culture,
complété par Laurent Manœuvre, bien sûr, pour la partie plus actuelle. Et un autre interview pour le MESRI, pour le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, auprès de Serge Chambaud, qui a connu dans les années 80 cette période d'installation, enfin d'introduction du numérique dans les musées, notamment pour les bases de données, et qui a été complété par Philippe Guillette, qui est aujourd'hui directeur du Muséum de Nantes, mais qui à l'époque a connu, dans le cadre de l'OCIM, cette introduction petit à petit des bases de données dans les muséums d'histoire naturelle, où on n'a jamais trouvé un consensus vraiment comme au niveau de la culture, mais bon, ça a eu le mérite quand même d'exister. Donc je me retourne vers Dominique, c'est pas une histoire, mais c'est une petite histoire qu'on pourra monter, parce que Jean-Pierre d'Albera nous a donné un nombre de documents absolument monumentaux à dépouiller sur cette période. Donc voilà, c'est pour ça que je vous disais que le travail est encore en friche. Ensuite, on s'est dit que c'était intéressant donc, de développer le point de vue des usages, de la mise en ligne, de l'accessibilité des collections, de la progression donc, du numérique dans ces institutions muséales, comme on vient de le soulever, et puis de l'articulation. Mais on a eu tout à l'heure une première conférence avec Florence et Valérie, de l'articulation entre le numérique dans les musées et le monde de la recherche. Comme exemple, on a pris l'ANR en montrant à quel moment l'ANR enfin combien d'ANR ont été développés pour parler de ces projets relationnels entre musées et recherche, qui était un point d'entrée comme un autre. Alors évidemment, on s'est dit on ne peut pas ne pas parler du Covid et du numérique dans la période qu'on a connue, où on sait que beaucoup de gens ont accéléré, bien sûr, ou en tout cas changé leur mode de fonctionnement pendant cette période en développant des éléments sur le numérique, que ce soit des expositions, que ce soit plein d'autres éléments. Voilà, donc en gros, un peu en vrac, voilà les axes qu'on souhaite développer encore. Je pense que ça donnera qu'un panorama très très général, mais ça permettra de pointer sur quelques usages du numérique dans le monde muséal, depuis la billetterie jusqu'à la valorisation des expositions, quand ce sera fini et publié. Voilà. Merci Catherine pour cette synthèse. Et effectivement, le numérique a pris une dimension toute singulière avec la crise sanitaire. Alors, les petites histoires font la grande histoire. Et donc, pour le dernier axe, je donne la parole à Blandine Chavannes, qui va nous parler de l'histoire de l'association et notamment à travers ses revues. Oui, en fait, je vais vous dire juste un petit mot parce que je vous ai présenté en début de ces journées le résultat du dépouillement que j'ai fait des bulletins de 1922, je crois le premier ou 23, à 1945. Alors nous sommes partie 3 et je me suis retrouvée toute seule puisque malheureusement, et je tiens quand même à les citer, Gérard Guillochen et Christian Vernoux devaient pour l'un faire la partie 45 80 pour l'autre, 80 2022, et ils m'ont abandonné en cours de route. Voilà. Donc j'ai récupéré, et ce sera la charge de Catherine Cuenca et de Christophe Vital. J'ai récupéré donc quelques compagnons, parce que je n'ai pas l'intention vraiment de continuer. C'était passionnant ce que j'ai fait. Mais pour le numéro de la revue sur l'histoire de l'association, j'ai besoin maintenant de personnes qui viennent compléter ça. Je fais juste un appel, parce que donc c'est très court, j'ai un petit appel. Si vous avez des archives, en particulier entre 45 et 80, elles sont le bienvenu, en particulier les photos de ces journées, ces fameuses journées de l'association. Je dois vous avouer que comme le numérique n'existait pas, eh bien, nous avons obtenu une des photos que vous avez vues pendant tout le temps du colloque. C'est la première conservatrice du Muséum d'histoire de Nantes, du Muséum d'histoire naturelle de Nantes, qui aujourd'hui a quelques 92, 13, 14, je ne sais pas. 97, voilà. Qui était une jeune femme absolument pimpante. Malheureusement, elle ne pouvait pas nous rejoindre pour ce centenaire, qui nous les a communiqués, mais nous n'en avons que très très peu. Voilà, donc c'est plutôt un appel à contribution. Nous avons l'ensemble des numéros de la revue, et donc c'est la base de travail du futur numéro, dont j'ai le plan, mais ça ne va pas au-delà. Merci. Merci Blandine, et bien noté pour l'appel à contribution. Est-ce que certains parmi vous aimeraient poser une ou plusieurs questions avant la pause ?
On n'est pas complètement en retard, donc on peut prendre le temps des questions. Moi, en tout cas, j'en ai une, si je puis me permettre. Au terme de tous ces axes de travail qui ont été dégagés, travaillés, développés, quelle serait finalement la finalité après tant d'années de travail On n'en a pas reparlé avec le conseil d'administration directement, mais enfin l'idée, c'est on a déjà publié des morceaux. On a encore les 2 axes à publier, 3 et 5, en trouvant une forme qui fera peut-être plus que 3 et 5, qui sera peut-être plus qu'un numéro de la revue, on ne sait pas encore. Après, Christophe, tu avais envie à un moment, mais je ne sais pas si tu as encore envie, de faire une suite un peu synthétique qui pourrait s'appuyer là-dessus, du livre blanc, entre guillemets, mais qui ne s'appellera pas forcément livre blanc, mais je ne suis pas certaine que tu aies encore envie de ça. Je ne sais pas, ça faisait partie de l'enthousiasme du début. J'entendais Blandine parler du découpage, du dépouillement des revues, donc moi j'ai hérité des années 80 à maintenant. Bon, c'est une période que je connais parce que je l'ai vécue. Je suis rendu à l'élection de François Mitterrand. Donc il reste encore quelques années derrière. Non, je plaisante parce que j'ai grappillé un peu quand même. Il y a quelques repères qui sont, il me semble, importants dans l'histoire de la revue, enfin l'histoire de l'association, qui est évidemment illustrée par la revue après. Oui, il faut réfléchir, il faut voir, il ne faut pas non plus faire du papier pour faire du papier. Donc je pense que la question d'ailleurs d'Estelle, elle est essentielle, c'est pour en faire quoi ? Donc voilà, je pense que le fait d'écrire l'histoire de l'association, c'est important, parce que ça manquait. Hein. Je pense qu'il y a des choses aussi utiles à faire. Je m'écarte un peu, mais tant pis. C'est parce que ça a été évoqué à maintes reprises, c'est la numérisation et la mise en ligne de notre revue. Alors vous savez bien qu'on est pris par les droits, hein, mais au moins on pourrait faire déjà au moins les années les plus anciennes sur lesquelles on n'a plus aujourd'hui de problèmes de droit. Parce que sinon, il faut aller courir à la BNF ou je ne sais où, et encore pour aller trouver ces numéros. Donc je pense que ça, c'est important, et prendre le réflexe peut-être aujourd'hui de faire en sorte de demander l'autorisation tout de suite aux auteurs pour qu'on puisse mettre en ligne. D'ailleurs, nous avons un partenariat maintenant avec EBSCO, qui est, vous savez, une grande boîte de diffusion qui est internationale, enfin, dont le siège est aux États-Unis, mais ce sont des diffuseurs. Donc c'est EBSCO, d'ailleurs, qui diffuse beaucoup notre revue auprès des abonnés, que ce qui soit français, d'ailleurs, par le biais de marchés publics maintenant, et puis également à l'étranger. EBSCO nous a proposé de mettre les revues qu'on sort sur leur plateforme. Et ça, c'est très intéressant parce que du coup, c'est accessible dans le monde entier. Il y a juste un frein, mais ça a été évoqué d'ailleurs par Catherine, c'est qu'on est francophone et que, bon, évidemment, si on avait une revue bilingue anglais, ça serait mieux. Mais donc, voilà. Alors après, pour faire quoi, effectivement, il faut qu'on y réfléchisse. Je pense qu'il faut que notre travail serve à quelque chose, qui fasse avancer peut-être des points de blocage. Et puis aussi, je pense que notre rôle, c'est au niveau de l'association, c'est aussi tout simplement la formation. Quand on publie des trucs comme ça, pour moi, enfin, tous les jeunes qui préparent aujourd'hui des concours, ils devraient avoir ça, parce que là-dessus, vous avez des outils très importants. Donc il faut faire de la publicité à l'École du Louvre, notamment, et puis ailleurs, hein, chère Isabelle, sur cette revue, parce que je pense qu'elle est utile. Et je crois que l'un des objectifs serait aussi justement d'apporter notre pierre à la formation des professionnels, formation continue et formation initiale des futurs professionnels de musée, c'est important. Et puis il y a quelques messages. Alors les messages, est-ce que ça peut être un petit livre blanc, peut-être moins important que ce qu'il fut, mais quelques messages en direction des pouvoirs. Voilà, il y en a eu tout à l'heure, mais on a une réponse
réponse qui a été très préfectorale par notre ami, il n'est peut-être pas revenu, que je remercie en tous les cas, le DRAC qui a vraiment été très, très assidu à ce colloque. Et en fait, bon, voilà, il a répondu ce qu'il pouvait répondre, parce qu'il ne peut pas dire beaucoup d'autres choses. Mais oui, nous avons aussi, dans cette association, la défense de nos statuts. Il n'est pas normal que les territoriaux n'aient pas l'accès au généralat. Il n'est pas normal qu'il y ait des attachés, comme le disait Isabelle, qui n'aient pas de formation initiale, alors qu'ils en ont eu. C'est pas comme si, à la limite, il n'y en aurait jamais eu. Il y en a eu, on l'a supprimé. Donc il y a des choses qu'il faut qu'on fasse passer. Et c'est peut-être ça que l'on fera, peut-être, je ne sais pas, ou que feront ceux qui me succéderont, parce que j'ai bien l'intention quand même non pas de lâcher la GCPF, je viendrai maintenant en spectateur dans les années à venir aux journées d'études, en espérant de pouvoir venir avec un déambulateur. Alors, en attendant cette échéance, Christophe, je propose de suite une pause et nous pourrons nous retrouver, si vous en êtes d'accord, vers 16h10 pour ne pas prendre trop de retard et ensuite écouter Dominique Poulot qui prendra la parole sur les musées français, l'Europe et le monde, un vaste programme.